En 754 après Jésus-Christ, le pape et évêque de Rome Étienne II va à la rencontre de Pépin le Bref, roi des Francs. Les Lombards envahissent l'Italie, menacent Rome et l'Empire byzantin ne semble que peu intéressé par un secours à la papauté. Étienne II demande à Pépin de venir sauver Rome, espérant trouver en lui l'épée que Byzance n'est plus. Pépin, voyant l'occasion de voir sa lignée et son royaume appuyés par la croix, rassemble son armée et vainc les Lombards. Le roi franc rédige alors un accord appelé la donation de Pépin, où il reconnaît la possession territoriale d'une partie de l'Italie, créant les États pontificaux. Pour la première fois, le pape a un pouvoir temporel. Par la suite, les papes utiliseront un faux document, la donation de Constantin, pour renforcer la légitimité de leur possession. Sur ce document, l'empereur Constantin aurait cédé en 335 les provinces de l'Occident au pape Sylvestre Ier. Les États pontificaux traverseront le Moyen-Âge et la Renaissance, s'étendant même un peu. La papauté trouva dans le pays qui lui accorda le premier des territoires, celui qui participa à sa perte. Tout d'abord, la Révolution française, alors muée en directoire, entame le début de la récession des territoires du pape. Elle charge un certain général Bonaparte, en 1796, de mener une campagne en Italie. Les Français, victorieux, annexent les États pontificaux, rendant le pape sans pouvoir temporel. La chute de l'Empire français permet à la papauté de récupérer les États pontificaux italiens, mais perd définitivement Avignon et le comté venessin. Le coup de grâce commencera en 1859 avec la deuxième guerre d'indépendance de l'Italie. Le roi de Sardaigne, aidé de Napoléon III, poursuit le Risorgimento, la réunification de l'Italie. Cela amènera Victor Emmanuel II à récupérer la quasi-totalité des États pontificaux en 1860. Le pape ne détient alors plus que Rome, car les Français se sont opposés à son annexion et protègent la ville. Cette situation durera jusqu'à la guerre franco-allemande de 1870 et la destitution de Napoléon III, obligeant les Français à quitter Rome, laissant le champ vide à l'armée italienne qui récupère la ville éternelle et ratifie la fin de l'existence du pouvoir temporel du pape. Ainsi, en 1871, l'Italie est de nouveau unifiée pour la première fois depuis la chute de l'Empire romain, et le pape se retrouve citoyen italien qui ne possède que des biens résidentiels. À partir de cet instant naîtra la question romaine. Les papes refuseront de quitter le palais apostolique, refusant cet accord unilatéral et se considérant prisonniers. Cette question empoisonnera les relations entre la politique italienne et la papauté. La solution n'arriva qu'en 1929, avec les accords du Latran, établissant le Vatican tel qu'il l'est aujourd'hui. La papauté réussira, avec l'arrivée au pouvoir de Benito Mussolini, à jouer sur le penchant conservateur du mouvement fasciste pour lancer ses négociations avec le pouvoir italien. C'est avec l'homme qui défiait Dieu de le foudroyer que le pape réussit à trouver un accord sur ses possessions temporelles. Dorénavant, le Vatican devient un État pontifical indépendant de 44 hectares où l'Italie n'a plus de droit d'ingérence. Les deux États se reconnaissent mutuellement, et le pape abandonne toute autre prétention temporelle que le Vatican. L'État pontifical possède sa propre administration, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Les accords du Latran prévoient aussi une compensation financière de 2 milliards de lire pour la perte des anciens États pontificaux et un concordat qui statue sur la position de la religion en Italie. Voici pourquoi le pape est au Vatican. En bref.